La vérificatrice générale, entité très crédible, a confirmé qu'on nous a menti. Je l'ai répété maintes et maintes fois qu'on a été trompés, on a été floués. Il a dit que vous étiez au courant, là. Non, mais c'est faux. Est-ce que vous redonnez votre confiance à Éric Kerr? Oui. Il savait que ça ne marchait pas en 2020. Il n'a rien fait. Son ministre des Transports, à l'époque, il a arrêté de faire rapport. Décaviardé ou démissionné. Ça prend combien d'argent public gaspillé à un ministre caquiste pour perdre sa job? Ma question au premier ministre, devant tant d'inexactitudes, que vaut sa parole? La vérificatrice générale a lu tous les procès-verbaux non caviardés, puis elle dit que l'information qui a été transmise était erronée. Grande turbulence aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Québec autour du sujet SACLIC. On parle d'un grand fiasco, d'un dépassement de coûts extraordinaire, de plus de 500 millions depuis 2017, avec un rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière que tout le monde interprète à sa manière. Ils se lancent tous les paragraphes du rapport pour dire « Elle a dit ça, non, elle n'a pas dit ça ». Alors Sébastien Bovet, notre chef de bureau, va tout nous éclairer là-dessus, surtout que le débat a été relancé par cet entretien avec Le Devoir de Carl Malenfant, le VP responsable des opérations technologiques et qui a pris sa retraite en janvier 2023. Oui, et qui était au cœur du projet de la plateforme numérique SACLIC. Donc, M. Malenfant donne sa version des faits dans une entrevue accordée à notre collègue Marie-Michel Sioui du Devoir, dans laquelle il dit que s'il y a eu des dépassements de coûts, c'est parce que des projets ont été ajoutés, il y a eu des imprévus aussi. Et il ajoute ceci qui est extrêmement intéressant au sujet d'Éric Kerr. Je lui ai fait de la reddition de comptes. Tout n'était toujours pas vert. La seule chose qu'Éric Kerr a dite, c'est un fiasco. Donc, vous voyez que M. Malenfant, qui est au cœur, donc, du projet SACLIC, laisse entendre qu'un ministre était au courant de ce qui se passait en disant tout n'était toujours pas vert. Alors, ça ramène l'éclairage sur Éric Kerr, qui aujourd'hui a dû répondre à savoir s'il savait des choses ou s'il ne savait pas des choses. Et il a dit que c'est faux, qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait avec SACLIC. Monsieur Malenfant, je précise, sa version n'a pas été retenue par la vérificatrice générale dans son rapport. Et on ne sait pas pourquoi. On a demandé, mais on ne veut pas nous dire pourquoi. Est-ce que c'est une question de crédibilité? Est-ce que c'est contredit sa version par des faits? Ça, on ne le sait pas. Voici d'ailleurs ce que M. Malenfant disait au moment du lancement de SACLIC. Je peux vous garantir que ça fait 6 mois que nos équipes testent, refont des scénarios. Donc, on n'a rien laissé au hasard. Alors, ça contredit un peu sa version au Devoir, cet extrait-là. Il faudrait pouvoir lui poser d'autres questions. En même temps, c'est sûr qu'en conférence de presse, quand tu lances un projet pour un organisme gouvernemental, tu ne vas pas dire « on est sur le bord du précipice, on va se cogner le nez ». Non, mais c'est sûr qu'ils avaient une décision à prendre, puis sur quelle base ils l'ont pris, lancé ou pas, retardé ou pas, cette opération-là qui s'est avérée un fiasco. Il faut rappeler qu'en septembre 2022, on est en pleine élection. Et donc, le contexte politique, on va en parler tantôt avec Rémi Trudel, est important ici. Mais cela dit, la vérificatrice générale, là, n'a pas condamné les ministres, bien au contraire. Mais aujourd'hui, les ministres disent on nous a menti, on nous a menti. J'ai cherché le mot menti, moi, dans le rapport, je l'ai pas vu. Non, il n'y apparaît pas. C'est une interprétation que le gouvernement fait du rapport de la vérificatrice générale. Il faut dire que son rapport, la vérificatrice générale, elle affirme qu'il y a eu du maquillage dans le progrès de SACLIC, qu'il y a de l'argent qui a été déboursé en trop, c'est-à-dire, en fait, le coût du projet a fortement augmenté de 500 millions de dollars. En tout cas, c'est une approximation, c'est une prévision qu'on fait en ce moment. Mais elle dit... L'information ne remontait pas au comité de direction de la SAC, au conseil d'administration de la SAC et aux élus dans une commission parlementaire. Mais elle ne dit pas que l'information ne remontait pas au ministre. Et quand elle a été questionnée là-dessus lors de sa conférence de presse jeudi dernier, voici ce qu'elle a dit au sujet du niveau de connaissance des ministres du fiasco de SACLIC. Pas conclure que les ministres n'étaient pas informés. Mais moi, je ne suis pas en mesure de le savoir. Mais d'expérience, si la CAPERN n'est pas au courant, si le CA n'est pas au courant, est-ce qu'on peut déduire que les ministres ne sont pas au courant ou non? Je ne suis pas en mesure de conclure ça. Donc, elle n'est pas en mesure de conclure que les ministres ne sont pas au courant. Il y a comme une double négation. Donc, elle n'est pas capable de dire que les ministres ne sont pas au courant de ce qui se passe à SACLIC parce qu'elle n'a pas eu accès à leur courriel et à une certaine documentation. Et c'est là-dessus que l'opposition saute en disant, regardez,
allons au fond des choses et essayons de déterminer si les ministres étaient oui ou non au courant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des demandes de commissions d'enquête publique, par exemple, qui sont faites aujourd'hui au gouvernement et qu'ils passent depuis 2 jours un mauvais quart d'heure à la période de questions. Ouais. D'autant qu'il y a un contrat d'appel d'offres qui n'a pas nécessairement respecté toutes les règles. Hein. La personne qui l'a préparé l'a eu. En septembre 2022, le conseil d'administration doit autoriser un 222 millions de plus. Est-ce qu'on le dit, on le dit pas? Puis dans le rapport de la vérificatrice, on apprend en fait qu'on le dire, ça représentait un risque médiatique élevé, puis on est en pleine campagne électorale. Et on choisit ce scénario où on ne dit pas, où l'augmentation des coûts passe sous le radar, et donc où on évite le risque politique et médiatique, pour reprendre l'expression de la vérificatrice générale. Et ça, Anne-Marie, ça nous amène au cœur de notre incrédulité, c'est-à-dire on a beaucoup de difficultés à croire que face à un tel dérapage, il n'y a personne qui a envoyé un texto, un courriel, qui a envoyé un signal de fumée au ministre pour dire « Hey, attention, là, il y a quelque chose de grave qui se passe en ce moment à la Société de l'assurance automobile du Québec. » C'est un peu d'ailleurs la version de M. Malenfant dans l'article du Devoir. Puis la SAC a été épargnée de reddition de comptes dès 2014. C'était un gouvernement du Parti québécois à l'époque. Mais on peut se demander comment ça se fait, puis j'en avais parlé aujourd'hui, comment ça se fait que 500 millions de plus ou 200... C'est comme si ça s'obtenait en criant ciseaux, là, puis que personne ne le sait. Même à l'étude des crises. Oui, ce que la vérificatrice générale nous dit là-dessus, c'est qu'on a joué dans des enveloppes pour passer sous le radar du Conseil du Trésor, justement, et éviter qu'il y ait des lumières rouges, des voyants rouges qui s'allument. Grand merci, Sébastien, d'être avec nous ce soir. Puis rendez-vous demain à 12h30. Vous allez en parler encore. Peut-être. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est quoi la conclusion de la vérificatrice générale? Bien, c'est que M. Malenfant n'a pas donné la bonne information ni au conseil d'administration, ni au dirigeant principal de l'information, ni au ministère des Transports, ni au conseil du Trésor. Alors là, Madame la Présidente, je pense que le premier ministre a bien campé la question. À qui la députée de Mont-Royal-Outremont va faire confiance? À la vérificatrice générale ou sur le témoignage de Carl Malenfant? J'accueille Rémi Tourdel, ancien ministre péquiste et professeur d'administration publique à l'ENAP. C'est au professeur que... Bien, je suis en train de me parler à l'ancien ministre, là. Pensez-vous qu'il y a une question de responsabilité ministérielle ici? Bien, c'est tout à fait clair pour moi, parce que faut se remémorer, là, quel est le mandat du ministère de la cybersécurité et du numérique, là? C'est de coordonner les opérations du gouvernement et des organismes en vue de la transformation au numérique pour le service aux citoyens. Alors donc, il y a une responsabilité ministérielle parce qu'il y a une responsabilité non pas uniquement de rendre compte, mais de surveillance des opérations. Ce qui, d'évidence, avec le rapport de la vérificatrice générale, ne s'est pas opéré, ne s'est pas réalisé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les faits n'ont pas été rapportés ni au ministre responsable, et là, on vient de s'en rendre compte aussi, ni au Conseil des ministres. Oui. Mais s'il y a un souci de transparence ou une recherche de vérité des partis, l'opposition, évidemment, demande de décaviarder ce fameux rapport du Conseil d'administration de septembre 2022, réunion qui a eu lieu en pleine campagne électorale. L'élection était le 3 octobre. Puis la vérificatrice disait, on ne voulait pas prendre de risques médiatiques, là. C'est ça que ça disait. Et pourquoi est-ce qu'on décaviarde? Qu'est-ce qui empêche de décaviarder ce rapport du Conseil d'administration de la SAC? Alors, il y a donc une zone de risque supplémentaire qui s'est présentée pour le gouvernement. C'est très clair, pour avoir un rapport qui a été caviardé. Alors, ce qui est très grave, c'est que le Conseil d'administration a été amené à choisir entre deux options et qui dit « Je ne peux pas révéler ce que l'on va faire avec le 200 millions supplémentaires nécessaires pour compléter les opérations, mais il faut dire les mots tels qu'ils sont, là. On va le cacher, en quelque sorte, parce qu'il y a un risque pas seulement médiatique, un risque politique. Oui, en pleine campagne électorale. Alors, donc, là, il y a comme un élément supplémentaire de vérification nécessaire des faits pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les déviations. Surtout que celui qui dit aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de rien, en 2015, on va l'écouter, se retrouve aussi dans le reportage de mon collègue Mathieu Prost. Écoutons Éric Kerr en 2015, alors qu'il était dans l'opposition. Oui. Moi, personnellement, là, Éric Kerr, demain matin, la coalition est au gouvernement.
je peux vous dire que c'est une des premières choses qu'on fait, c'est lancer une commission d'enquête sur les contrats en informatique. C'est des milliards qui sont engloutis dans ces systèmes-là qui ne fonctionnent pas, donc qui en plus ne donneront pas les services, ne seront pas les outils dont on a besoin. Bon, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes en 2004. Même sous le PQ, sous les libéraux avant, il y avait eu des problèmes. Alors, il lancera une commission d'enquête. L'opposition demande des démissions de ministres et commission d'enquête. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La première des choses, c'est que est-ce que le ministre qui parle puis qui meurt en 2015 puis en 2018 puis aujourd'hui, est-ce qu'il a la crédibilité nécessaire pour rendre compte des opérations? La réponse, c'est non. C'est très clair. Le ministre n'a pas la crédibilité pour avoir effectué d'abord les manquements, en quelque sorte, là, de surveillance. Il faut surveiller l'affaire. Dans ce sens-là, il y a une responsabilité là, qu'on puisse... Moi, quant à moi, il faut nommer un commissaire enquêteur. Parce que, une commission d'enquête publique, etc., il ne faut pas que non plus que tout ça tourne en une espèce de règlement de compte politique. Il y a des fonds publics qui sont concernés. Il y a des manquements il y a des manquements au niveau ministériel. Quant à moi, il y a un ministre là, qui doit être déplacé. Oui, mais il y a des questions de contrôle. L'AMF va faire enquête. On ne sait pas combien de temps ça va. L'UPAC aussi va faire enquête. Mais ça serait en marge de la question politique. C'est en marge de la question politique. Il y a des forums qui existent pour poser des questions et aussi avoir les... Moi, je pense qu'on doit nommer un commissaire enquêteur avec un mandat très restreint dans le temps, genre 30 à 45 jours, pour nous indiquer, parce qu'on peut le trouver. Par exemple, au Québec, là, on a la plus grande firme en termes de numérique et d'informatique qui s'appelle CGI. On n'est pas capable de trouver un professionnel ou une professionnelle qui œuvre dans cette entreprise-là à travers le monde au niveau international pour nous dire, regardez, là, dans cette opération-là, voici les manquements qu'il y a eu, voici les erreurs, voici aussi les sanctions qui doivent être appliquées parce qu'on ne peut pas dire uniquement on va déplacer un ministre, comme par exemple les 14 membres du conseil d'administration qui ont accepté de Ils dormaient peut-être. Ils dormaient peut-être. Oui, mais là, je fais le tour des curriculums. Moi, là, des 14 personnes, là, c'est des gens qui ont des administrateurs de société, des gens d'affaires. Mais là, écoutez, c'est grave ce qui s'est passé parce qu'on confie des millions de dollars au conseil d'administration d'une société. Puis par ailleurs, aussi les changements à la direction de la SAC, là, de passer d'un sous-ministre de la Justice qui se retrouve à la direction générale, et aussi la modification au bout de quelques mois de son mandat, puis on nomme quelqu'un qui était au secrétariat du Trésor. Ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, là. Il y a aussi eu des manquements au niveau de la responsabilité envers le public de l'administration d'une société fort importante pour le Québec. Oui, en même temps, on se demande qu'est-ce qui va arriver au ministre. Est-ce que vous comprenez pourquoi Mme la vérificatrice générale ne pouvait pas conclure pour les ministres? Parce qu'elle n'enquête pas le politique. Bon, elle n'enquête pas le politique, elle examine les faits, les résultats financiers, puis elle se dit c'est un gâchis. C'est un gâchis, c'est un saccage. Alors, comment vous conciliez, disons, la déclaration de M. Malenfant le jour du lancement de l'opération en janvier 2023 et ce qu'il déclare au Devoir? Il dit qu'il a été un cobaye, puis il défend les 30-40 gestionnaires. Puis il dit... Ce que ça nous révèle, c'est que ça prend quelqu'un qui va nous dire quelle est la vérité. Hein? Quelle est la vérité? Parce que ce qu'il est dit dans le Devoir ce matin, et les gestes qui n'ont pas été posés par le ministre responsable... Les questions il y avait deux ministres en cause, le transport et la cybersécurité. Oui, mais quand on pense que le mandat de la cybersécurité, c'est la responsabilité du ministre Kerr, c'est lui qui a la responsabilité des opérations, que les opérations atteignent les objectifs. Commissaire enquêteur, vous dites, je m'excuse, commissaire enquêteur, mais le déplacement du ministre. Kerr ne doit plus rester là. À mon avis, c'est très clair. La crédibilité du gouvernement est en cause et aussi la confiance du public dans les institutions est en cause. C'est un beau cas où le public a souffert, là, avec tous les retards. C'est ça. Alors vraiment, mais là, le gouvernement, la ligne de presse, de communication du gouvernement, il a oui, là, bon, il a menti, mais là... Menti, mais on n'en sait rien de quelqu'un de neutre qui a les compétences pour vérifier des contrats informatiques et numériques. Là, ça prend des compétences pour être
où ont été les manquements, et puis aussi d'être capable d'avoir la capacité d'interroger les personnes qui ont joué dans cette Parce que le gouvernement a été très rapide à vouloir dégommer le président de l'époque, le directeur général PDG, M. Marcellet, je pense son nom, qui lui est allé au front pendant plusieurs jours. Il nous donnait des entrevues pour expliquer les ratés. Mais là, on semble vouloir envoyer sur l'autobus M. Malenfant, lui qui a pris sa retraite. L'entreprise politique semble être de dire il y a des coupables, c'est pas nous autres. Bon, c'est à peu près ça, la ligne de défense actuellement que je peux constater. Mais là, c'est pour ça qu'il faut qu'on nomme une personne pour ne pas étirer le processus non plus sur un an, une année et demie, mais qu'on aille au fond. On est capable de vérifier les faits. Surtout que, je dirais, il y a la moitié du travail qui est déjà fait par le rapport de la vérificatrice générale. Alors là, un commissaire enquêteur avec un mandat très précis et aussi un rapport dans 30 ou 45 jours pour être capable de savoir où est la vérité. En terminant, évidemment, la vérificatrice générale a lu le rapport du conseil d'administration de septembre 2022. Donc, on se dit, il faut être rassuré, la vérificatrice générale l'a lu. Donc, si elle l'a lu, c'est correct. Mais M. Déragi, des libéraux, dit non, il y a des choses là-dedans qui méritent d'être sues du public puis qui a des impacts politiques. À partir du moment où on publie les résultats caviardés, bien, c'est évident qu'il faut faire en sorte que maintenant tout le texte soit libéré. On est en administration publique. Hein? Ce n'est pas l'unique responsabilité de des personnes dans l'autre. Mais comment ont-ils exercé leur responsabilité dans le cas? Il faut que ce rapport-là soit décaviardé. Au plus vite. Ça peut désamorcer la crise aussi. Oui. Alors, merci, professeur Trudel. Professeur Deléna. Merci, ancien ministre, je rappelle. Alors, merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.